Parfois, la pire des malédictions, c'est de survivre grâce à un secret que l'on voudrait hurler. Je m'appelle Aïcha. Je vis au Togo maintenant, mais une partie de moi est restée coincée dans une arrière-cuisine de Libreville, à regarder une casserole d'eau claire qui n'en était pas. On m'a souvent dit que l'exil, c'est dur. Personne ne m'a dit qu'il pouvait vous transformer en fantôme, complice d'un crime que vous détestez, mais dont vous avez profité. Ceci n'est pas juste une histoire d'horreur. C'est ma confession. Et mon cri d'alarme. On m'a toujours dit que l'appel du sang était sacré. Ce qu'on ne m'a pas dit, c'est qu'il pouvait aussi être un mensonge parfumé à l'opportunité. Quand l'appel de ma tante M a déchiré le silence de notre maison au Togo, il n'était pas présenté comme une simple invitation. C'était un décret, un sésame enveloppé dans la promesse. Viens au Gabon, Aïcha. Ici, l'argent pousse dans la terre et sur les étals, il suffit de se baisser pour le ramasser. Tu m'aides, tu apprends le commerce, tu enverras de l'argent à tes parents. Tout le monde est gagnant. Sa voix, au téléphone, était onctueuse et puissante, comme du miel mélangé à du fer. Mes parents, pauvres mais fiers, ont écouté ce message en silence. Je voyais leurs yeux, habituellement voilés par les soucis, s'illuminer d'une lueur que je ne connaissais pas. C'était l'espoir, cru et sauvage. Ma mère a essuyé ses mains sur son pagne usé, comme pour chasser les derniers doutes. Tu vois, notre fille va nous sortir de l'ombre. C'est ta chance, Aïcha. Mon père, lui, a simplement hoché la tête, son regard fuyant le mien. Nous savions tous les trois que les livres que je dévorais le soir à la lueur d'une lampe tempête ne rempliraient jamais la marmite familiale. Mon destin scolaire s'est éteint à cet instant, sans drame, dans un soupir résigné. J'ai obéi. Mes 2 premières années à Libreville furent un purgatoire ordinaire, l'exil classique de tant d'autres. J'étais nounou pour une famille gabonaise aisée. Mes journées se mesuraient en couches souillées, en biberons tièdes et en caprices d'enfants qui prononçaient mon nom avec une indifférence qui me transperçait. Je rentrais le soir dans ma chambre de bonne, une cellule minuscule qui sentait le ciment humide et le renfermé. L'odeur du lait caillé et de la poudre pour bébé me collait à la peau, un parfum tenace de servitude et de fatigue. Je m'endormais souvent avec le poids d'un corps qui n'était pas le mien dans les bras, et je rêvais de pages qui tournaient dans le vent. Puis, un soir, ma tante a frappé à ma porte. Elle n'avait pas besoin de parler pour imposer sa présence. Elle sentait le parfum cher, ce mélange enivrant de fleurs et d'ambre qui masquait tout, et la réussite matérielle semblait irradier de ses bijoux en or et de ses tenues impeccables. Elle a posé ses yeux sur moi, sur ma robe simple, sur mon univers confiné, et un sourire ambigu a étiré ses lèvres. Ça suffit maintenant, Aïcha. Mon restaurant ouvre dans le quartier chic. J'ai besoin de sang de mon sang, de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue. Tu quittes ce travail de servante. Tu viens avec moi. Ce n'était pas une question. C'était une évacuation, un sauvetage. Dans ces mots, j'ai cru entendre l'écho de la promesse initiale, enfin sur le point de se réaliser. L'espoir, cette fois, a jailli en moi comme une mauvaise herbe tenace. Je n'ai vu que la main tendue, pas l'ombre qu'elle portait. J'ai dit oui. C'était le premier pas dans un piège dont je ne soupçonnais même pas l'existence, attiré par l'appel trompeur du sang et le miroitement lointain du gain. Le petit baobab, c'est le nom que je lui donnerai, par pudeur et par peur. Il n'avait de petit que le nom. C'était un temple. Une grande case moderne, aux murs chopins en ocre et vert forêt, nichée dans un quartier chic de Libreville. Dès le premier jour, avant même de pousser la lourde porte en bois sculpté, j'ai été frappé par l'ambiance. Ce n'était pas le bruit joyeux et chaotique d'un maquis, les rires tonitruants et les bouteilles qui s'entrechoquent. Non, c'était une rumeur basse, presque religieuse, un murmure de congrégation. L'air, épais et chargé d'arômes envoûtants, fumée, piment, épices torréfiées et une note indéfinissable, douceâtre et profonde, semblait absorber le son. Les gens mangeaient avec une concentration intense, une gravité qui glaçait le sang. Leurs yeux se fermaient de plaisir, leurs gestes étaient lents, comme sous l'emprise d'une rêverie puissante. Le bruit des couverts sur les assiettes paraissait sacrilège. Un étudiant, les paupières lourdes, m'a un jour dit, l'air de sortir d'un rêve. Ici, ton dollet, il ne nourrit pas que le ventre. Il apaise l'âme. Il efface les soucis. Tu vois, comme une prière qu'on mangerait. J'ai souri, fier pour ma tante, ému par ce compliment poétique. Je ne savais pas encore de quelle âme il parlait, ni quel prix terrible il payait pour cet apaisement. Tante M régnait en général d'opéra en cuisine. Autoritaire, d'une précision chirurgicale, elle transformait ce lieu de feu et de vapeur en laboratoire sacré. Mon initiation fut méthodique, presque spirituelle. Première tâche, le nettoyage. Il faut connaître la saleté d'un lieu pour en apprécier la propreté, Aïcha. Il faut toucher chaque surface, chaque recoin, pour en comprendre l'âme. Je lavais, je frottais jusqu'à ce que mes mains soient rouges et gercées. Et j'observais, avide de comprendre le secret de cette alchimie. La première fissure dans ce bel édifice de fierté familiale apparut un soir de grosse chaleur. Une connaissance togolaise, Mama Kadi, une femme au rire large et aux mains usées par les lessives, est venue. Pour me remonter le moral, avait-elle dit. Elle a commandé du riz au gras, le plat du réconfort. J'ai vu le visage de ma tante se figer une microseconde, puis son sourire professionnel reprendre le dessus. Bien sûr,
Ma sœur. Mais elle n'a pas utilisé le grand faitout où mijotait la sauce onctueuse et parfumée pour les autres clients. Elle s'est détournée, a ouvert un petit placard isolé, près de la sortie de secours, et en a sorti une casserole modeste et un sachet de riz basmati. Elle a préparé le plat rapidement, avec des ingrédients de base, sans toucher aux marmites principales. Le parfum qui en émana était familier, normal. Rien à voir avec l'arôme envoûtant qui emplissait la cuisine et faisait saliver les autres convives. En me tendant l'assiette, elle m'a attrapé le bras, ses doigts froids comme la pierre. Son regard était dur, sans chaleur. Pour nos gens, Aïcha, le vrai plat est trop fort. Leurs estomacs sont fragiles, ils ne comprendraient pas. Tu me suis? Sa voix était douce, mais c'était un ordre. J'ai hoché la tête, un nœud d'incompréhension et de malaise serrant ma gorge. Pourquoi priver ses propres frères de son génie? Pourquoi cette ségrégation du goût? La fierté que j'avais ressentie s'est teintée d'une amertume confuse. Je regardais l'assiette de Mama Kadi, ce riz au gras simple et honnête, et pour la première fois, j'ai eu l'impression de servir non pas un plat, mais un mensonge. Le temple avait révélé une première ombre, une cloison secrète dans sa sacristie. Et je me tenais du mauvais côté. Les règles se précisèrent, jour après jour, formant une cage invisible dont je ne percevais que les barreaux. Règle 1, interdiction absolue de se lever avant 7 heures. Tantem, elle, se levait à 4 heures du matin. Le travail des chefs est solitaire, Aïcha. L'inspiration ne se partage pas. C'est un dialogue entre moi et les ingrédients. Je l'entendais parfois, dans le silence nocturne, remuer des objets, chantonner un air ancien que je ne connaissais pas. Le son me parvenait étouffé, comme à travers de l'eau. Règle 2, interdiction absolue de goûter ou de consommer la nourriture servie aux clients. Nous avions notre propre pot, notre propre riz, cuisiné séparément avec des produits du marché ordinaire. Votre palais n'est pas éduqué, me disait-elle d'un ton qui se voulait protecteur. Ces mélanges sont ancestraux, très puissants. Vous ne comprendriez pas, vous n'êtes pas habitué, ça pourrait vous rendre très malade. Ce vous m'isolait. Nous, c'était moi et Kofi, le plongeur togolais taciturne, un homme d'une quarantaine d'années aux yeux toujours baissés sur son évier. Règle 3. La petite pièce derrière le grand frigo industriel, fermée par un cadenas noir, était une zone interdite absolue. Ce sont mes épices précieuses, ma réserve personnelle. Trop rares, trop chères pour des mains maladroites ou des regards indiscrets. Elle emportait toujours la clé à son cou, nichée contre son sternum, comme un talisman. L'odeur qui en filtrait, les jours où elle l'ouvrait, n'avait rien d'épicé. C'était une senteur lourde, terreuse, presque humide, qui coupait soudain l'appétit. La routine étouffante fut brisée un après-midi de grande chaleur. L'air de la cuisine était un sirop immobile, alourdi par la vapeur des marmites. Kofi, le dos courbé sur son évier, lavait une montagne de marmites grasses. Le bruit métallique de son grattoir était le seul son. Sans tourner la tête, sans élever la voix au-delà d'un souffle à peine audible par-dessus le jet d'eau, il murmura. « Toi aussi, tu as remarqué que les mouches ne viennent jamais sur les restes des clients ?» Mes mains, en train d'essuyer des bols, se figèrent. Je n'avais pas fait attention. Regarde maintenant, souffla-t-il. Je posai mon torchon et feignis de ranger des ustensiles pour jeter un regard vers le coin des poubelles. Il y avait 2 bacs, un plus petit, pour nos déchets à nous, épluchures, reste de notre riz, coquilles d'œufs. Il grouillait littéralement d'une nuée noire et vibrante, un nuage de mouches voraces et bruyantes. De l'autre côté, le grand bac où les serveuses jetaient les assiettes des clients, encore couvertes de sauce onctueuse, de viande grignotée, de restes de sundolet si célébré, était parfaitement immaculé. Aucun insecte, aucune mouche ne se posait sur cette nourriture pourtant exposée et appétissante. Un froid intense me parcourut l'échine, malgré la fournaise de la cuisine. C'était vrai. Les mouches bourdonnaient avec avidité sur nos déchets simples, mais ignoraient complètement les reliefs des plats sacrés. Comme si un périmètre invisible les repoussait. Ou comme si leur instinct primitif leur criait un avertissement que nous, humains, étions trop orgueilleux ou trop aveuglés pour entendre. Je reportai mon regard sur Kofi. Pour la première fois, il releva lentement la tête et nos yeux se rencontrèrent dans la pénombre humide de l'arrière-cuisine. Dans son regard, je ne lisais ni surprise ni curiosité, mais une lassitude profonde, une certitude accablante. Il ne souriait pas. Il hocha presque imperceptiblement la tête, comme pour confirmer l'horreur muette qui devait se lire sur mon visage. Puis il replongea son regard dans l'eau savonneuse, se murant à nouveau dans un silence plus éloquent que tous les mots. Ce soir-là, en me couchant dans ma chambre exiguë, le bourdonnement des mouches résonnait dans mes oreilles. Ce n'était plus un simple bruit de nuisance. C'était un murmure d'alerte, une complainte insistante. Les règles n'étaient pas juste étranges. Elles étaient des barrières pour nous protéger, nous, de quelque chose. Et le monde invisible, celui des insectes, savait déjà la vérité que je commençais à peine à entrevoir. Dans le temple du goût, on ne servait pas que de la nourriture. La curiosité, une fois éveillée, devint une démangeaison sous la peau, un prurite de l'âme que rien ne pouvait apaiser. Les règles, l'attitude de Kofi, le silence des mouches,
tout formait un puzzle dont il me manquait la pièce centrale. Une nuit, le sommeil me fuit complètement. L'angoisse et la détermination se livraient bataille dans ma poitrine. À 3h30, j'étais posté derrière l'étroite fente de ma porte, le cœur cognant à tout rompre, un tambour de panique qui semblait ébranler le silence. À 4h pile, comme une horloge maudite, les phares jaunes et sales d'une vieille Toyota Corolla blanche éclairèrent la cour de gravier. L'homme qui en descendit n'avait rien d'un livreur ordinaire. Il était jeune, mais vieilli prématurément, le visage creusé par quelque chose qui ressemblait à de la fatigue, mais en plus âpre, du dégoût, ou peut-être une peur chronique. Ses yeux évitaient de regarder autour de lui, fixant le sol. Aucun bonjour n'échangea avec l'ombre d'où ma tante émergea, aussi silencieuse qu'un fantôme. Il ouvrit son coffre et en sortit, un à un, 3 bidons bleus de 20 litres, du type utilisé pour l'eau ou l'huile. Le son qu'ils firent en touchant le sol me glaça. Ce n'était pas le claquement sec et creux du plastique vide. C'était un glouglou sourd, épais, le bruit d'un liquide visqueux et lourd qui se déplace avec lenteur. Un son organique. Ma tante lui tendit une enveloppe. L'homme compta les billets à la lueur des phares, d'un geste rapide et nerveux. Avant de remonter dans sa voiture, il se tourna vers elle et dit une phrase qui transforma l'air de la nuit en glace. La source est moins bonne cette semaine. Ils font plus attention à l'écoulement. C'est plus dilué. Sa voix était rauque, usée. La réaction de ma tante fut instantanée. Un éclair de colère froide traversa son visage. Fais ce qu'il faut. Le goût, lui, doit rester le même. Le client ne doit rien sentir d'autre que la perfection. C'était un ordre, sans appel. L'homme hocha la tête, sans un mot de plus, et disparut dans la nuit aussi vite qu'il était venu. Ma tante, avec une force surprenante, traîna les bidons l'un après l'autre vers la porte de la pièce interdite, derrière le frigo. Le bruit de roulement sur le ciment était sinistre. Mais ce fut le geste qui suivit qui grava à jamais la scène dans ma mémoire avec une brûlure indélébile. Avant de refermer le cadenas, elle saisit l'un des bidons, dévissa légèrement le bouchon, et approcha le goulot de son visage. À la lueur blafarde de sa lampe torche, je vis ses narines se dilater. Elle renifla longuement, profondément. Et son visage se transforma. Toute l'autorité, l'impatience, la dureté, s'évaporèrent. Ses traits se détendirent dans une expression de soulagement profond, presque extatique. Un sourire étrange, sensuel et totalement déplacé, étira ses lèvres. Ses paupières se fermèrent à moitié. Ce n'était pas l'expression d'une cuisinière contrôlant la fraîcheur d'un bouillon ou la qualité d'une huile. C'était l'expression primitive de quelqu'un qui inhale l'odeur de la terre après la pluie ou le parfum d'un être aimé. Un élixir, un filtre. Puis, comme si elle sortait d'une transe, elle revissa le bouchon d'un geste sec, poussa les bidons dans la pièce noire, et verrouilla le cadenas d'un claquement métallique qui résonna dans le silence comme un verdict. Je restai cloué derrière ma porte, le souffle coupé, le corps traversé de frissons incontrôlables. Ce que je venais de voir n'était pas de la logistique. C'était un rituel, un approvisionnement en quelque chose de précieux, de secret, et dont la source même semblait trouble, littéralement diluée. L'homme avait parlé d'écoulement, et ma tante, elle, parlait de goût. Et entre les deux, il y avait ces bidons au contenu lourd et mystérieux, dont l'odeur seule semblait lui procurer une jouissance inquiétante. Je reculai dans l'obscurité de ma chambre, le dos collé au mur froid. La vérité, je ne la connaissais pas encore. Mais je venais d'en voir la porte, verrouillée par un cadenas. Et je venais d'en humer l'arrière-goût, porté par la nuit, un mélange nauséabond de crime et de commerce. L'année suivante, après une longue probation faite de silence et d'obéissance, elle m'autorisa enfin à toucher aux marmites principales. « Tu es prête ? Aïcha. Le sang est loyal, me dit-elle, mais son sourire était celui d'un gardien qui ouvre une cage, pas celui d'un mentor fier. Le jour de mon initiation, elle ne m'apprit pas une recette. Elle me présenta un rituel. Elle sortit de la pièce interdite une petite bouteille en verre opaque, comme celle des vieilles pharmacies. Elle la plaça délicatement sur le plan de travail, entre nous. Cela, c'est l'Homère, annonça-t-elle d'une voix doucereuse et solennelle. Le cœur de tout, le sel de notre succès. Elle dévissa le bouchon de liège et me fit signe d'approcher. L'odeur qui s'en échappa était faible mais distincte, une note douceâtre et terreuse, qui rappelait étrangement l'odeur du sol après une longue pluie, mêlée à quelque chose de plus trouble, presque animal. Le liquide à l'intérieur était ambré, étrangement visqueux. Quand elle inclina la bouteille, il collait aux parois, laissant derrière lui un léger résidu huileux et lent à disparaître. Une goutte, une seule goutte dans chaque marmite de sauce, après la cuisson, avant de servir. Pas plus. C'est une mesure sacrée. Trop, et le goût devient reconnaissable. Trop peu, et la magie n'opère pas, ses yeux plongèrent dans les miens, cherchant une soumission totale. C'est à toi, maintenant. Ce secret est aussi lourd que la confiance que je te fais. Les premiers temps, je suivis la règle à la lettre, terrorisée à l'idée de mal faire. J'étais devenue la prêtresse d'un culte dont j'ignorais la nature, versant mon élixir empoisonné avec une main tremblante. La bouteille me brûlait les doigts. Puis vint le midi de grande affluence. La cuisine était un enfer de vapeur, de cris et d'urgence. Les commandes s'empilaient. Dans la panique, je confondis 2 casseroles en fonte, identiques sauf à mes yeux initiés. L'une contenait la sauce Nyambuet pour les clients,
l'autre, notre ragoût à nous, fait sans l'homère. Affamé, le tournis me prenant, je servis une louche fumante de la sauce interdite sur mon bol de riz et engloutis le tout debout, dans un coin, avant de m'en rendre compte. L'effet ne fut pas immédiat. D'abord, il n'y eut rien. Puis, une douce chaleur commença à irradier depuis mon estomac, comme si on y avait allumé une petite braise bienfaisante. Les bruits assourdissants de la cuisine, le choc des couvercles, les ordres hurlés, le sifflement de la vapeur, s'éloignèrent, comme si on baissait le volume du monde. Une quiétude absolue, douce et euphorique, m'enveloppa. C'était un cocon de silence intérieur. Pendant près d'une heure, je travaillais avec une sérénité et une efficacité de machine. Le poids de la nostalgie qui me tordait le ventre, évaporé. L'angoisse de l'argent à envoyer, dissoute. La fatigue accumulée dans chaque os, fondue. Je n'étais plus qu'un corps léger, précis, et un esprit vide, béat. Je souriais sans raison. Puis, la descente. Elle arriva comme un voleur, sournoise. D'abord, une sécheresse dans la bouche, puis une soif ardente, âcre, qui avait le goût du métal et de la cendre. La migraine fusa d'un coup, une douleur si violente derrière les yeux que je dus m'appuyer au mur. Le monde bruyant et dur revint d'un seul coup, multiplié par 10. Mais pire que la douleur physique fut le besoin psychique, viscéral, qui naquit dans mon ventre noué, une envie folle, irrationnelle, de reprendre une louche de cette même sauce maudite. Juste une. Pour retrouver ce calme, cette absence. Ma main tremblait, tendue vers la marmite. Je dus la plaquer contre mon tablier pour la contrôler. À ce moment précis, je levai les yeux vers la salle, à travers la passe. Je vis les clients, leurs yeux mi-clos, leurs sourires languides, leurs gestes lents de satisfaction. La lueur que j'avais prise pour du plaisir gastronomique était tout autre chose. C'était l'apaisement de l'addiction satisfaite. C'était la paix du zombie. Je ne servais pas un repas, j'administrais une dose. Je compris alors, non avec mon esprit, mais avec mes tripes, mes nerfs, ma douleur au crâne. Le secret du petit baobab n'était pas une recette, c'était un trafic. Et je venais d'en goûter la marchandise. Le péché avait un goût, d'abord, il était doux comme l'oubli. Ensuite, il brûlait comme la honte. Ma rébellion, silencieuse et tremblante, commença ce jour-là. Ce ne fut pas un cri, mais un sabotage. Un refus étouffé. Après avoir compris la nature de ma dépendance, chaque goutte d'eau de mort que je versais me souillait les mains. Un midi, alors que ma tante était en salle à discuter avec un client important, la panique et le dégoût m'envahirent. Devant la grande marmite de soupe Kelly qui mijotait pour le service du soir, je restais paralysée, la petite bouteille visqueuse à la main. Mon cœur battait à se rompre. D'un coup, je la reposai, ouvris le robinet au-dessus de l'évier, et remplis une tasse d'eau claire et froide. D'un geste vif, je la versai dans la marmite à la place de l'élixir maudit. Le bouillon frémit à peine. J'avais l'impression d'avoir commis un sacrilège, mais aussi d'avoir, pour la première fois, respiré. Le lendemain soir, 3 habitués, des hommes d'affaires dont les costumes ne masquaient jamais la lueur avide dans le regard, commandèrent la soupe. Je les observai, dissimulés dans l'ombre. Ils portèrent la première cuillerée à leur bouche, et leur visage changea. Non pas de colère, mais de confusion, puis d'une déception profonde. Ils mangèrent 2 autres cuillères, par politesse, puis laissèrent le bol presque plein. En partant, l'un d'eux, le plus âgé, s'arrêta au comptoir où ma tante souriait. « Tantème, la soupe aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Elle est juste, normale. » Sa voix était basse, chargée d'une incompréhension proche de l'accusation. Mon sang se glaça. Le regard de ma tante se fit instantanément de glace. Elle se tourna lentement vers la cuisine, et ses yeux, tels des poignards, se plantèrent dans les miens. Je sentis mon visage s'empourprer, ma trahison écrite en lettres de feu sur mon front. Je dus avancer, les jambes flageolantes. « Aïcha, à notre amie, dit que la soupe manque de caractère. Tu aurais oublié quelque chose ?» Sa voix était douce, trop douce, un filet de miel empoisonné. Les mots me brûlèrent la langue. Je crois que j'ai peut-être mis moins de piment, tante. Pour équilibrer, j'ai dû me tromper. Le mensonge était transparent, pathétique. Son sourire ne toucha pas ses yeux. Ça ne se reproduira pas. La précision est tout. Sa phrase résonna comme une condamnation à mort. Je savais que je venais de franchir une ligne rouge. La suspicion était plantée, comme une épine empoisonnée. Il me fallait une preuve. Quelque chose de tangible, d'indéniable, qui expliquerait l'Homère. Une preuve qui me libérerait de ce doute torture, même si c'était pour sombrer dans une certitude pire. J'attendis le prochain rendez-vous de l'aube, n'osant plus dormir. À 3h45, je me faufilai hors de ma chambre et me dissimulai derrière un conteneur à poubelle, enveloppé dans un pagne sombre. Le rituel se répéta, la vieille Toyota, l'homme au visage creusé, les bidons lourds. Cette fois, quand il repartit, je le suivis. Je le poursuivis à travers la ville endormie, gardant mes distances, le cœur cognant à mes tempes. Il évitait les grandes avenues, empruntant un dédale de ruelles terreuses et de routes secondaires. Nous quittâmes peu à peu les quartiers vivants pour entrer dans une zone administrative, silencieuse et presque déserte à cette heure. L'air y était plus froid. Les bâtiments, bas et fonctionnels, semblaient abandonnés. Finalement, il s'arrêta devant une construction longue, aux murs carrelés de blanc bleuté, sans fenêtres, qui ressemblait à un entrepôt ou à un laboratoire impersonnel.
Une petite plaque métallique, à côté d'une porte renforcée, indiquait « Centre de conservation, secteur 4 ». L'homme sortit de sa voiture avec un bidon vide et frappa à une porte latérale. Pendant qu'il attendait, je me tapis derrière un buisson épars, à une vingtaine de mètres. C'est alors que l'odeur m'atteignit. Elle flottait dans l'air matinal, tenace, insidieuse. Une tentative grossière de la masquer avec un désinfectant chimique au citron, agressif et faux, ne faisait que la souligner. En dessous, persistait une douceur putride, écœurante, une senteur sucrée et rance de viande oubliée, de matière organique qui se délite. C'était l'odeur de la décomposition. Une odeur de morgue, de chair qui ne sont plus protégées par la vie. Une odeur de mort préservée, mise en conserve. Le livreur disparut à l'intérieur et ressortit quelques minutes plus tard avec son bidon, maintenant lourd, qu'il chargea dans son coffre. Le glou-glou sinistre résonna dans le silence du petit matin. Je restai là, pétrifié, long après son départ, les yeux rivés sur cette bâtisse anonyme. Centre de conservation. Les mots tournaient dans ma tête, prenant un sens terrifiant. On conserve la viande. On conserve les organes. On conserve les corps. La vérité, abjecte, se dessinait enfin. L'homère, ce liquide visqueux et huileux qui endormait les âmes et créait la dépendance, n'était pas une plante rare ou un minerai précieux. Elle était le produit d'un vol, le résultat d'une profanation. Mon estomac se souleva. Je me penchai et vomis dans les buissons, le corps secoué de spasmes, essayant de recracher le souvenir du goût de la sauce Niamboué, le goût de l'oubli. Je venais de trouver la source de notre succès. Elle coulait des profondeurs glacées d'un lieu où l'on gardait ce qui restait des humains. Le secret du petit baobab était un secret de mort, et je venais de respirer son haleine. Une morgue. Le cœur me lâcha. Littéralement. Une douleur aiguë me transperça la poitrine, suivie d'un vide immense, d'une chute intérieure. Je m'effondrai à genoux dans la terre rouge, les mains sur la bouche pour étouffer un cri qui venait des profondeurs de mon être. Ce n'était pas seulement du dégoût. C'était une profanation totale de tout ce qui était sacré. Ma tante, mon sang, notre cuisine, tout était irrigué par le vol des morts. Je venais de découvrir la source de notre fortune, et elle puait la mort chimiquement retardée. L'abomination avait un nom, une adresse, et une odeur que je ne pourrais plus jamais oublier. Je n'eus pas le courage d'entrer. Mes jambes refusèrent de m'obéir, transformées en 2 colonnes de boue froide. Je revins au petit baobab en titubant, hébété, les mains tremblantes collées à mon ventre comme pour contenir une émeute d'organes révoltés. Pourtant, le doute, maintenant, était une torture pire que la certitude. Il grignotait les bords de mon esprit, laissant place à des images insoutenables. J'avais besoin d'un fait, d'un détail concret pour ancrer l'horreur, ou peut-être pour l'exorciser. Quelques jours plus tard, lors d'une livraison à l'aube, alors que ma tante était à l'intérieur, je me précipitai vers le livreur alors qu'il rechargeait ses bidons vides dans son coffre. Mon souffle était court, mes mots tassaient dans ma gorge. Je lui tendis un billet froissé, tout l'argent que j'avais sur moi. « Je veux savoir, murmurai-je, la voix rauque. Pas des devinettes. Pour moi. D'où ça vient, vraiment, ce liquide ?» Il s'arrêta net, me dévisagea longuement. Dans ses yeux, je ne vis ni surprise ni colère, mais une lassitude profonde, teintée d'un cynisme morne. Son regard glissa du billet à mon visage, y lisant sans doute la panique et le dégoût. Un sourire torve étira ses lèvres crevassées. L'argent avait parlé plus fort que toute loyauté. La petite curieuse de la cuisine, hein, grommela-t-il en empochant le billet d'un geste vif. Tu veux un échantillon de la vérité, pas juste la voir de loin. Il se pencha, son haleine fétide me prenant à la gorge. Viens demain, ici, à l'arrière, à 5 heures, avant l'ouverture. Tu verras le processus, la préparation. Comme ça, tu sauras à quoi tu participes vraiment. Une offre glaçante, une initiation dans l'envers du décor. Je fis oui de la tête, un mouvement mécanique, avant de m'enfuir à l'intérieur. Je n'y allais pas. Le lendemain, à 5 heures, je restais cloué dans mon lit, les draps trempés d'une sueur froide, écoutant le silence pesant de l'aube. Je n'en avais pas besoin. Mon esprit, contaminé, avait déjà tout fabriqué. Cette nuit-là, et toutes celles qui suivirent, je fis un cauchemar éveillé qui se rejouait en boucle, plus réel que le jour. Je voyais ma tante, non plus en chef autoritaire, mais en praticienne macabre dans une pièce carrelée de blanc, brillante sous des néons glacés. Elle portait son tablier du petit baobab, taché de sauce, un contraste obscène avec la stérilité clinique du lieu. Sur une table de métal inclinée, aux cannelures argentées, gisait une forme indistincte recouverte d'un linceul humide. De cette table, un filet d'eau trouble et rosâtre coulait avec lenteur dans une rigole, pour être collecté dans un seau en inox. Ma tante, avec une concentration d'orfèvre, transvasait ce liquide dans un entonnoir garni d'un filtre en tissu épais, le faisant passer lentement dans l'un des fameux bidons bleus. Elle chantonnait, sans se presser. Ce n'était pas une chanson de cuisine, mais un vieux chant funéraire en mina, une mélopée traînante et douce que ma grand-mère chantait autrefois pour les défunts du village. Dors, dors, le voyage est long, la terre est lourde, mais l'âme est légère.
Ses lèvres souriaient vaguement. Parfois, dans le cauchemar, elle goûtait une goutte du liquide filtré du bout de son doigt, hochant la tête avec satisfaction, comme pour ajuster l'assaisonnement d'une sauce. Et le pire, l'élément qui me réveillait en suffoquant, c'était que dans le rêve, j'étais là aussi. Je me tenais à côté d'elle, un deuxième bidon à la main, attendant mon tour pour le remplir. Complice, active, héritière. Je n'avais pas besoin de voir le processus. Mon esprit avait connecté les points, l'odeur chimique et douceâtre, la plaque centre de conservation, la viscosité de l'eau mère. C'était le fluide de conservation, le mélange de formol, de produits chimiques lessives à décor, filtrés et subtilement dosés. L'élixir qui endormait les vivants était le bain qui préservait les morts. Le pacte avec l'ombre, je l'avais déjà signé en restant silencieuse, en servant les plats, en acceptant l'argent que j'envoyais à mes parents, un argent qui sentait maintenant cette douceur putride. Le livreur m'avait offert la vérité en spectacle, mais elle habitait déjà en moi, tapie dans mes cauchemars. Je n'étais plus juste une employée trompée. J'étais devenue le gardien du secret, et le secret était une pourriture qui rongeait tout, à commencer par mon âme. La confrontation eut lieu dans le salon surchauffé de son appartement, au-dessus du restaurant. Des bâtons d'encens brûlaient, mais leur suave parfum de santal ne parvenait pas à couvrir cette autre odeur, fantôme, qui semblait suinter de ses vêtements, de ses mains, imprégnée jusqu'au coussin du canapé. « Je sais », dis-je simplement. Ma voix était plate, vide de la colère que j'avais anticipée, pleine seulement d'un dégoût existentiel, lourd comme du plomb. « Ton Homère. Elle vient de la morgue du secteur 4. Ce n'est pas une essence. C'est l'eau de lavage, le fluide des morts. » Elle ne nia pas. Elle ne sursauta même pas. Elle se laissa tomber sur le canapé comme un sac vide, vieilli de 10 ans en un instant. Son masque de patronne autoritaire se fissura, révélant une femme épuisée, rongée. Les larmes qui coulèrent sur ses joues n'étaient pas de remords, mais d'une lassitude abyssale. « Tu crois que j'aime ça » octatait-elle, la voix brisée. « Tu crois que je dors bien ?» Au début, c'était juste une herbe, un gris-gris pour attirer la chance et la clientèle. Puis, un vieux du pays, un Nganga des villes, m'a donné l'autre recette. La vraie. La recette qui attache l'estomac et l'esprit. Avec ça, ils ne peuvent plus aller ailleurs. C'est plus fort qu'eux. C'est comme une dette du sang. Ils doivent revenir. Elle se leva d'un coup, vint me prendre les mains. Ses doigts étaient froids et moites, comme ceux d'un cadavre. Mes 6 enfants, Aïcha. Regarde-les. Elle pointa du doigt des photos encadrées. L'aîné veut faire médecine à Montpellier. Les autres sont dans les meilleures écoles. Sans ce restaurant, sans cette recette, ils retournent dans la boue du village. Toi aussi, tu les as vus manger à leur faim, non ? Son regard se fit intense, implorant et menaçant à la fois. Ici, au Gabon, c'est un business comme un autre. Tu crois que le jeune type qui livre est le seul maillon ? Il y a des réseaux, des restaurateurs, des guérisseurs corrompus, des fonctionnaires qui ferment les yeux. Si tu parles, si tu brises la chaîne, ce n'est pas seulement moi qui tombe. C'est toi aussi. Tu as touché l'eau. Tu l'as versé, tu l'as servi pendant des mois. Tu es complice devant la loi. Et nos familles au pays, qui enverra les mandats, qui les nourrira? La honte les tuera avant la fin. Son chantage n'était pas violent. Il était pire. Il était logique, familial, enraciné dans une réalité désespérée. Elle ne me menaçait pas avec un couteau, mais avec la responsabilité. Elle m'enlaçait dans la même toile de culpabilité et de survie, une corde autour du cou que nous tirions toutes les deux. Je ne parlais pas. La peur, la lâcheté, et cette logique perverse eurent raison de ma révolte. Mais je ne pus rester. Chaque sourire de client me semblait une grimace. Chaque merci, c'était délicieux résonnait comme un merci pour le poison. Je sentais l'eau mère sur ma peau, dans mes pores. J'inventais une maladie urgente de ma mère pour repartir au Togo. Ma tante acquiesça, trop vite. J'étais devenue un risque, un souvenir vivant qu'il valait mieux éloigner. La nuit avant mon départ, alors que l'établissement dormait d'un sommeil de plomb, je me faufilais dans la cuisine, éclairée seulement par les veilleuses des frigos. Je trouvais la bouteille en verre opaque, à moitié pleine, dans son placard caché. Le liquide ambré laissait son film huileux sur le verre. Sans un bruit, je dévissai le bouchon et le vidai dans l'évier. Il coula lentement, visqueux, avec une odeur qui me fit tourner la tête. Puis, je le remplis à ras-bord avec de l'eau du robinet, à laquelle j'ajoutai 3 grosses poignées de sel, pour imiter la densité. Un acte puéril, inutile, un geste de rage d'enfant qui sait qu'il ne changera rien, mais qui doit le faire quand même. Au moment de mon départ, à l'aube, ma tante me serra contre elle sur le pas de la porte. Son étreinte était ferme, étouffante. « Sois raisonnable, Aïcha », murmura-t-elle dans mon oreille, sa voix un mélange d'avertissement et de supplique. L'oubli est un baume. Là-bas, au pays, le soleil lavera tout. Tu pourras recommencer. Ici, la machine doit continuer. Elle est plus grande que moi, maintenant. Dans cette étreinte, je ne sentis aucune affection, seulement la pression froide et ineffaçable d'un secret partagé, d'une chaîne qui, même à des milliers de kilomètres, continuerait de nous lier. J'étais libre de partir, mais jamais libre de parler. Je suis rentrée au pays. Mes parents m'ont accueilli avec des larmes de joie. J'ai trouvé un petit travail. Mais je ne suis pas guérie.
Je ne le serai jamais. Je flaire l'eau avant de la boire, cherchant une trace de cette douceur suspecte. Je sursaute au son mat d'un bidon en plastique qu'on traîne sur le sol. L'odeur d'une de lait qui mijote dans le quartier me donne parfois des nausées. Et certains soirs, une faim bizarre me tenaille, une nostalgie physique, viscérale, pour un goût que je ne devrais même pas connaître. C'est cette faim-là, celle des clients, qui me terrifie le plus. Elle est en moi. Je sais qu'elle a déménagé. Le petit baobab a fermé subitement, pour ouvrir 6 mois plus tard dans un autre quartier chic, sous un autre nom, la Teranga éternelle. La clientèle a suivi. Le livreur et son réseau prospèrent. Ils appellent ça l'eau de fidélité ou l'essence de longue vie dans leur jargon. C'est un secret de polichinelle dans certains milieux d'affaires et de pouvoir, mais personne n'ose en parler. La peur des représailles, la honte de la dépendance, ou l'attrait malsain du plat qui soigne l'âme, les silencent tous. Alors, je lance cet avertissement dans le vent, non pas comme une héroïne, mais comme une lâche qui cherche à se racheter une parcelle d'âme en parlant dans l'anonymat. Gabonais, Librevillois en particulier, méfiez-vous des lieux dont vous ne pouvez plus vous passer. De cette gargote où le goût est comme chez maman, mais en plus profond, en plus addictif. De ce restaurant où, après avoir mangé, vous vous sentez anormalement calme, vidé de vos soucis comme aspiré, mais avec une faim sourde qui revient 2 fois plus vite. Posez des questions. Observez. S'il y a un plat pour les étrangers et un plat pour les initiés, s'ils refusent de vous servir la même chose que la famille, fuyez. Ne vous dites pas que c'est une question d'épices. Ils ne vous nourrissent pas. Ils vous lient. Avec la substance la plus impie qui soit, volée dans le silence des froids où l'on repose nos défunts. Et le pire, le poison dans le poison, c'est que certains de vos frères et sœurs, par besoin, par désespoir, ou par un cynisme glacé, vous la servent en souriant, en vous souhaitant bon appétit. Je ne donnerai pas de nom. Je n'en ai pas le courage. Le sang et la peur sont des liens trop solides. Mais j'ai déversé mon propre poison ici, ces mots. À vous de choisir d'y croire, de vous en alerter, ou de faire comme moi j'ai fait si longtemps. Fermer les yeux, détourner la tête, et tenter, en vain, d'oublier le goût sucré et profond de l'abomination. Vous ne regarderez plus jamais les choses de la même façon après ça. Likez si cette vérité vous a glacé le sang, partagez-la pour briser le silence. Et abonnez-vous. L'histoire ne fait que commencer, et les prochains récits sont encore plus troublants.